Bonjour, après ces vacances, nous reprenons notre course au changement climatique et le réchauffement climatique actuel. Et nous allons essayer de voir la dernière partie. Maintenant que nous avons vu les changements climatiques passés, que nous avons vu comment nous voyons le changement climatique actuel et les effets que ça a, et bien on va essayer de voir quelles sont les réponses qu'on peut apporter. On va apporter ça euh, aujourd'hui sur un point de vue général, mais qui est extrêmement important, qui va être les liens entre science et décision politique. C'est extrêmement important ici, on va voir dans le cadre du réchauffement climatique, mais vous le voyez depuis un petit peu plus d'un an maintenant, au niveau, par exemple, de la crise sanitaire que nous vivons actuellement et de la pandémie, de la réponse à cette pandémie. Nous avons aujourd'hui, plus que jamais et sur tous les sujets, un besoin de comprendre quelles sont les relations entre la science et les résultats scientifiques et les décisions politiques. C'est extrêmement important pour ne pas confondre tout et je vous assure que je lis régulièrement, y compris dans des journaux très sérieux, des aberrations sur ce qu'est concrètement la science et quels sont les rapports que la science entretient avec la politique. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir aujourd'hui science et politique à l'origine des décisions. Le point important pour le réchauffement climatique actuel, c'est que nous avons un réchauffement climatique qui est quelque chose de global. Ça concerne l'ensemble du globe. Ici, vous avez un exemple des changements climatiques en mai 2013. Alors à l'époque, 2013 était l'année la plus chaude jamais enregistrée. Depuis, ça a été battu, ce record a malheureusement été battu moult fois. Mais vous avez ici cette carte en mai 2013 et vous voyez que les températures qui changent ont changé sur la grande majorité du globe. Et donc, c'est pas une région qui doit faire face, c'est l'entièreté du globe. Et là, en mai, par exemple, nous, il se trouve qu'en France, on a eu un mois de mai 2013 plus froid que d'habitude. Mais si j'avais pris juillet 2013, juillet avait été beaucoup plus chaud que d'habitude, par exemple. Donc, nous avons affaire à un phénomène qui est global, qui est un phénomène qui ne concerne pas uniquement une région du globe ou une autre, mais l'ensemble de la Terre. Ça, je vois la belle température, mais il faut voir aussi en fonction des effets. Alors, les effets, il y en a plein, on en a déjà parlé. L'un des effets que je vous montre ici, c'est l'acidification des océans. Et vous remarquez que tous les océans sont en train de s'acidifier, plus ou moins fort suivant les endroits. Hein. Et vous voyez, l'Atlantique Nord s'acidifie plus que le centre du Pacifique, mais il n'empêche, on n'a aucune région du globe qui n'est pas en train de s'acidifier. Autrement dit, nous avons des effets qui se font ressortir partout sur le globe. Quant aux causes, on en a déjà parlé, les causes sont elles aussi globales. Elles concernent tout le globe et elles concernent même chaque être humain, car l'activité de chaque être humain produit du CO2. CO2 qui va rentrer dans l'atmosphère, augmenter la concentration de CO2 dans l'atmosphère et donc augmenter l'effet de serre. Je parle du CO2, on a parlé qu'il y a d'autres gaz qui jouent, le méthane, le NO2, etc., etc. À chaque fois, c'est la même chose. Chaque être humain, qu'il soit au fin fond de la Sibérie ou à New York, à chaque fois qu'il rejette du CO2, ça aura un impact sur le réchauffement global et donc sur l'ensemble de la Terre. Autrement dit, ici nous n'avons pas affaire à une décision, comme par exemple dans un cas d'une maladie qui concernerait une seule personne, où nous avons affaire à une décision scientifique qui peut être prise par une, deux ou un nombre restreint de personnes. Nous avons affaire à quelque chose qui est global, qui concerne l'ensemble de l'humanité. La manière que nous avons, êtres humains, de régler les problèmes globaux, les problèmes qui ne concernent pas juste quelques individus, mais l'ensemble de la société, c'est par ce que l'on appelle la politique. Alors la politique, elle peut être faite de plein de manières différentes, mais c'est toujours le même principe. Vous avez des décisions qui sont faites et qui vont être valables pour la société en entier, à travers de lois, à travers des conseils, à travers tout un tas de manières de faire. Ça va dépendre des situations, ça va dépendre des régimes politiques, ça va dépendre des périodes, etc. Mais vous allez avoir du coup des décisions politiques. Les décisions politiques, elles peuvent être à tout un tas d'échelles, depuis l'échelle du conseil de quartier, c'est une décision politique, ou d'un conseil de classe, c'est aussi une décision politique.
jusqu'à des structures supranationales. Donc ici, par exemple, vous avez le Parlement européen à Strasbourg, qui est un endroit où on va prendre des décisions pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc, ces décisions-là doivent être politiques, elles doivent être gérées de manière politique. La décision, et j'insiste bien sur le mot décision, est une décision politique. Nous avons aussi avoir des décisions individuelles qui vont jouer, mais ces divisions individuelles, en fait, sont motivées par la décision politique. C'est parce que des gouvernements, quel que soit le type de gouvernement qu'il y a, ou des organisations politiques non gouvernementales, mais qui sont quand même des organisations politiques, nous invitent à modifier nos habitudes de vie dans un but très précis, en argumentant, en précisant comment faire, que nous le faisons. Donc, nous avons vraiment des organisations politiques. Le réchauffement climatique est un problème global pour les sociétés humaines. Les réponses apportées doivent être aussi envisagées de manière globale. Ces réponses-là sont donc des réponses politiques. Ces réponses politiques, elles doivent être basées sur un certain nombre d'éléments sur lesquels on va pouvoir prendre des décisions. Et ces éléments-là vont être apportés par les scientifiques. Un scientifique n'est pas amené dans son rôle de scientifique à décider. Il faut que ce soit extrêmement important. Et par exemple, actuellement, vous savez qu'on a une crise sanitaire, que cette crise sanitaire est suivie en France, partout dans le monde, mais en France spécifiquement par un conseil scientifique, qui est un conseil de défense sanitaire, composé de scientifiques. Ce conseil scientifique donne des avis aux membres de ce conseil. Les membres politiques de ce conseil, en l'occurrence le gouvernement français et le président de la République, prennent des décisions. Le scientifique ne prend pas la décision en tant que scientifique. Le scientifique est là par contre pour apporter des faits, pour décrire ce qui se passe et proposer des scénarios sur ce qui va se passer. En disant, voilà actuellement ce que l'on sait, ce qui se passe, et voici quel pourrait être ce qui se passe dans tel ou tel cas. Donc le scientifique, lui, est là pour apporter des faits concrets, il est là pour apporter des notions, pas pour décider. Alors, toujours l'exemple du Covid, vous avez ici des données scientifiques qui sont les données des personnes en soins critiques en Île-de-France entre le 1er mars 2020 et mi-mars 2021. Vous avez les chiffres qui sont donnés, donc qui sont des chiffres apportés par les scientifiques. Ici, ce sont des statisticiens qui ont fait ça. Il peut y avoir tout un tas d'autres scientifiques qui collaborent pour d'autres choses. Et à partir de ceci, de ces données-là, mais également à partir, vous voyez, de cette partie-là qui sont les prévisions, qu'est-ce que l'on attend comme évolution pour le futur, des décisions vont être prises. Vous savez, il y a eu une décision qui a été prise de faire un premier confinement. Ce premier confinement a permis de faire baisser un deuxième confinement, un troisième confinement. Ça a été des décisions politiques. Mais ces décisions politiques, elles ont dû se baser sur ces chiffres. En revanche, vous savez que ici, fin décembre, début janvier, le gouvernement et le président de la République ont décidé de ne pas confiner la population française, bien que les scientifiques du conseil scientifique mettaient en garde contre les effets actuels de la pandémie et de son augmentation. Ça a été une décision politique. Le conseil scientifique n'a pas eu de commentaires sur la décision du gouvernement et du président de la République, ni lorsqu'ils avaient suivi les recommandations de confinement, ni lorsqu'ils ne l'ont pas suivi. Et d'ailleurs, le président du conseil scientifique, en l'occurrence, a bien précisé qu'il donnait les avis scientifiques, mais qu'il n'avait pas à prendre les décisions, et qu'il savait que les décisions étaient quelque chose de compliqué. Faut bien comprendre qu'il y a vraiment une différence entre le point de vue scientifique, et les scientifiques ne sont pas là pour prendre des décisions, ils apportent les informations, et le point de vue politique, où les politiques n'ont pas à faire les informations, à créer les informations, contrairement à ce que certaines personnes ont fait,
Vous connaissez mes critiques à l'égard du président Donald Trump. L'une des choses que je reproche à Donald Trump, et qui est peut-être le point principal que je reproche à Donald Trump, c'est le fait qu'il voulait inventer des faits qui allaient dans son sens. Ce n'est pas possible. Les faits sont apportés par des scientifiques. Mais par contre, les scientifiques ne prennent pas de décision. Et ce n'est pas parce que un scientifique arrive avec des faits et un scénario que le politique doit absolument suivre les préconisations des scientifiques. Puisqu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, tout un tas de facteurs, pas uniquement les facteurs apportés par ce scientifique-là précisément. Le politique prend une décision qui prend en compte de nombreux facteurs. Donc la science n'a pas vocation à décider. Elle conseille les décideurs. Il faut fournir à ceux-ci les éléments qui leur permettront de prendre une décision, en connaissant les causes et les conséquences probables. Bien, une fois qu'on a dit ça, qu'on a été très clair sur le rôle de chacun, il va falloir maintenant regarder ce qui s'est passé précisément pour le réchauffement climatique. Pour le réchauffement climatique, il y a depuis les années 80, la fin des années 80, mais surtout depuis les années 90, un effort de recherche extrêmement important, un peu partout dans le monde, pour apporter des données pour comprendre ce réchauffement climatique. Alors un peu partout dans le monde, c'est vrai, maintenant il se trouve que les deux régions principales sur lesquelles ont été faites les efforts en termes de recherche sur le climat, c'est l'Europe occidentale et les États-Unis. Ça ne veut pas dire que les autres régions du monde n'ont pas participé. Il y a eu des chercheurs de tous les pays du monde qui ont participé, mais les efforts les plus importants ont été consentis par l'Europe occidentale et les États-Unis. On n'a pas, les chercheurs qui vont travailler n'arrivent pas d'un coup en faisant. J'ai fait une étude, voilà, c'est la vérité. Maintenant, c'est bon, on fait ça, on passe à autre chose. Non. Et ce sont des choses qui sont débattues. Comme n'importe quelle recherche scientifique, il y a un débat, il y a ce qu'on appelle des controverses. Pour vous faire comprendre cette controverse, je vous donne ici un premier exemple de controverse avec la planète Mars. Lorsqu'on a observé le réchauffement climatique sur Terre, certains chercheurs ont essayé de regarder s'ils retrouvaient ça sur d'autres planètes. En se disant, si je vois ça sur d'autres planètes en même temps, bah c'est peut-être que c'est un phénomène astronomique qui est en jeu, et pas un phénomène lié au gaz à effet de serre, par exemple. Et il y a un chercheur russe qui a découvert qu'il y avait un réchauffement climatique sur Mars, concomitant du réchauffement climatique sur Terre. Depuis 150 ans aussi environ, alors c'est un petit peu plus sur Mars, mais voilà, on a un réchauffement climatique qui se produit sur Mars. Bon, très bien. En effet, du coup, l'hypothèse la plus probable, si on regarde celle-là, c'est de dire c'est le Soleil qui provoque le réchauffement climatique sur Mars et sur Terre. Il se trouve que on a regardé sur d'autres planètes à la suite de chercheurs russes, qu'on s'est aperçu qu'il ne se passait rien sur Vénus, qu'il ne se passait rien sur Mercure, qu'il ne se passait rien sur Jupiter, Neptune, Saturne et Uranus, mais ces 4 planètes-là sont plus loin. Et donc il y a juste la Terre et Mars. Donc on a commencé à chercher, et ce qui est le plus probable aujourd'hui, et le plus raisonnable, de très loin, c'est de se dire, on a 2 réchauffements climatiques, un sur Mars, un sur la Terre, qui sont concomitants, mais qui ne sont pas liés aux mêmes causes. Un réchauffement climatique sur Mars qui est lié à quelque chose, on ne sait pas encore ce que c'est, on est en train de chercher, quelle est la cause du réchauffement climatique sur Mars actuel, qui est très léger. C'est très léger comme réchauffement climatique, mais bon, il existe. Et puis celui sur Terre, qui est lié à l'augmentation des gaz à effet de serre. Mais vous voyez, ici, on a eu une controverse. Et cette controverse, elle permet d'avancer dans la compréhension de ce qui se passe. À partir de résultats scientifiques, prouvés, débattus, analysés par différents chercheurs. On a, sous l'égide des Nations Unies, un organisme qui s'occupe de faire ce consensus sur l'ensemble des données des chercheurs partout dans le monde pour le réchauffement climatique. Et ce groupe, c'est ce qu'on appelle le GIEC. Donc c'est le groupe international d'expertise climatique en français, qui est un groupe de scientifiques et de non-scientifiques qui sont là pour synthétiser les données scientifiques. Alors, qu'on soit honnête, ce groupe-là, même s'il est composé en partie scientifique, n'a pas pour but de décrire ce que disent les scientifiques.
Il a pour but de relayer les informations des scientifiques. Les scientifiques font leurs recherches et le GIEC relaye les informations des scientifiques. Comment il fait? Il édite tous les ans un rapport. Son rapport, il va d'abord approuver le sommaire, c'est-à-dire décider quels points précisément vont être abordés cette année dans le rapport. Précisément. Alors, il n'y a pas grande surprise d'année en année, mais il faut quand même mettre ça clairement. Ils en parlent au gouvernement et à des organisations non gouvernementales, donc des ONG. Donc, par exemple, Greenpeace est invité, le WWF est invité par le GIEC à cela, et ces gouvernements et organisations soumettent des spécialistes. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bah voilà, le docteur Trucmuche, dans tel laboratoire de telle université, est un spécialiste de tel point. Il faut lui demander à lui si il a des informations scientifiques nouvelles à nous communiquer sur le point que nous voulons aborder. C'est important, donc les gouvernements font ça. La majorité de la recherche fondamentale est subventionnée par les gouvernements, directement ou indirectement. Mais également d'autres organisations peuvent le faire, et ça permet d'éviter que si par exemple on avait des gouvernements qui se mettaient d'accord entre eux et qui étaient des gouvernements pas très sensibles à la sincérité scientifique, ça éviterait que on n'interroge que des scientifiques qui ont des résultats tronqués. Voilà. Globalement, les gouvernements demandent aux bonnes personnes. Mais, pour vérifier ça, on a aussi des organisations non gouvernementales qui mettent. Puis, chaque bureau, c'est-à-dire chaque groupe qu'on a contacté de spécialistes, va choisir les auteurs qui vont divulguer leurs informations. Les auteurs présentent un premier projet de texte. Ce projet de texte va être examiné par d'autres spécialistes du même sujet. Par exemple, quelqu'un qui va faire un rapport sur l'acidification des océans, son texte scientifique va être observé par un autre chercheur, il ne sait pas lequel, mais qui est aussi spécialiste de l'acidification des océans. Donc il pourra vérifier que ce qu'il dit c'est vrai, et qu'il n'a pas juste mis quelque chose, il avait vaguement trouvé un résultat quelque part et il dit oh je vais le mettre, il va prendre que les résultats qui font un consensus. Cela permet d'aboutir à un deuxième projet de texte, qui est réexaminé par les spécialistes et par les gouvernements. Ce réexamen permet d'arriver à la version définitive, qu'on communique d'abord en résumé au gouvernement, qui ont un examen final à apporter. Pourquoi, ça vous vous doutez, c'est simplement pour des raisons diplomatiques. Il s'agit ici d'un rapport mondial qui doit être valable pour tout le monde, sur lequel il n'y a pas un gouvernement qui puisse dire non mais c'est n'importe quoi, ce que vous faites, vous dites ça parce que vous voulez vous attaquer à notre pays. Donc, diplomatiquement, si par exemple un pays est mis en cause de manière très nette, on va peut-être essayer de tourner les choses pour faire comprendre que c'est pas le pays lui-même, mais un type d'activité organisée par le pays qui est responsable. Donc pour tourner les choses de manière diplomatique. Et puis enfin, c'est l'ensemble du GIEC se réunit, approuve le rapport, et ce rapport est publié. C'est ça tous les ans. Donc c'est une démarche qui est assez longue, mais qui permet d'avoir un consensus à la fois scientifique et diplomatique. Alors, le rapport du GIEC va apporter beaucoup d'informations. Il va apporter les informations qui sont consensuelles. Donc ici, par exemple, vous avez l'information sur la reconstitution des températures passées, consensuelles. Et parfois, il y a des informations qui ne sont pas tout à fait consensuelles. Par exemple, à quel point on va augmenter. Pourquoi c'est pas consensuel? Parce que les scientifiques ont différents modèles, et différents modèles parfois n'ont pas les mêmes résultats. Donc, ça, ce document-là, c'est un document qui a été fait par l'Institut Pierre-Simon Laplace et par le CNRM, donc deux graphiques différents mais faits par deux instituts français, et ces deux graphiques ont été publiés tels quels dans le rapport du GIEC. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'il y a des choses consensuelles et des choses qui ne sont pas consensuelles, mais que lorsque ce n'est pas consensuel, on donne les différentes versions, ce qui permet en fait d'arriver à un consensus. En donnant toutes les versions que l'on attend scientifiquement, on arrive au consensus. Donc on arrive à des données solides. Ça ne va pas uniquement faire des prévisions sur le climat, mais ça va faire également des prévisions sur les effets du climat. Ici, vous voyez donner c'est la répartition du être aujourd'hui et en 2100, avec
une augmentation comme celle qui est la plus probable de la température. Et vous voyez, on arrive à voir que le être va changer de place. Ces prévisions-là, elles sont importantes derrière pour les décideurs politiques. Si ils voient que les eaux vont monter, ils vont peut-être commencer à réfléchir à construire des digues, des masses actuellement, etc., etc. Donc on va avoir, grâce aux données sorties du consensus du GIEC, des faits solides sur lesquels pourront s'appuyer les décisions politiques. Il y a certains points qui ne sont toujours pas éclaircis scientifiquement, parce qu'on n'a pas les réponses. Et l'un de ces exemples, c'est la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre, c'est le principal gaz à effet de serre. Donc l'augmentation de la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère a un effet d'augmentation des gaz à effet de serre. Mais certains chercheurs disent que lorsqu'on augmente la concentration en vapeur de l'atmosphère, on a également plus de nuages, ce qui est indéniable. Or, plus de nuages, c'est plus d'albédo, puisque les nuages sont blancs. Donc je perds des rayons du soleil. Donc certains scientifiques disent, attention, l'augmentation de la quantité de vapeur dans l'atmosphère va peut-être pas augmenter tant que ça les températures, puisque on aura un effet d'augmentation de l'albédo. Et donc actuellement, les chercheurs sont en train d'essayer de déterminer précisément de combien l'augmentation de la quantité de vapeur dans l'atmosphère va faire augmenter les températures globales. Et donc là, on n'a toujours pas de consensus, c'est débattu d'un point à l'autre. On sait que ça va faire augmenter, là il y a consensus sur le fait que ça contribue à faire augmenter la température. De combien, c'est toujours sujet aux recherches. Et c'est important aussi de le dire et de dire on continue à chercher, on continue à améliorer nos connaissances. Donc depuis les années 1980, il y a un immense effort de recherche qui est mené au niveau mondial pour comprendre et prévoir le réchauffement climatique actuel. Il s'agit de prévoir les conséquences des différentes réponses envisagées. Cet effort aboutit, au fil des années, à un consensus scientifique sur de nombreux points. D'autres aspects du réchauffement climatique sont toujours débattus à l'heure actuelle. Que ça soit bien clair, hein, vous vous en doutez, les aspects du réchauffement climatique qui sont débattus, ce sont davantage des détails que des points fondamentaux. Par exemple, quelle est la contribution de la vapeur d'eau? Par contre, on sait que la vapeur d'eau contribue à augmenter. Tout cela, ça va aider les décideurs politiques à prendre des décisions. Et les décisions, elles sont prises au niveau mondial, mais par l'organe principal des gouvernements, c'est-à-dire les États. Ce sont les États qui ont aujourd'hui les principales décisions politiques. Ici, vous avez une carte qui est mise en point par un groupe Climate Change, qui est un groupe d'ONG lié au climat, qui se base sur notamment les rapports du GIEC, et là qui se base sur les actions menées par les gouvernements. Donc ce sont des données officielles, hein, les gouvernements disent voilà, telle action est faite. Et ici, on a les actions menées par les différents pays qui sont indiqués. Donc, vous voyez premièrement qu'il y a énormément de pays dans plein de régions du monde qui agissent pour limiter soit les effets du réchauffement climatique, soit le réchauffement climatique lui-même. On verra ça plus tard dans la semaine. Mais donc vous voyez que c'est un effort mondial, hein, c'est pas limité à l'Europe de l'Ouest. Que ça concerne aussi bien des pays qui ont des PIB par habitant très importants, comme la France ou les États-Unis ou le Japon. Ça concerne aussi des pays qui ont des PIB par habitant beaucoup plus faibles. Le Tchad, par exemple, la Somalie prennent aussi des actions pour le climat. Tout un tas de pays avec des cultures différentes, avec des histoires politiques très différentes, prennent des mesures. Certains pays n'ont quasiment pas pris de mesures, comme la Russie par exemple, qui est ici. Il y en a d'autres. Hein. Mais ça vous donne une idée du fait qu'il y a vraiment une politique globale qui est menée pour améliorer les choses au niveau du changement climatique. Alors, je vous cache pas que la plupart des mesures sont prises notamment en Europe de l'Ouest. Et parmi l'Europe de l'Ouest, le pays qui est champion pour l'instant, c'est la France. La France avait accusé beaucoup de retard dans les années 2000 et s'est beaucoup rattrapé depuis. Aujourd'hui, on est le champion des actions climatiques menées. Attention, en nombre d'actions. Je n'ai pas dit en effet des actions.
parce que ça, ce sont des actions gouvernementales. Si par exemple, vous avez un pays sur lequel il n'y a pas besoin de prendre une loi ou une mesure, mais simplement des conseils aux populations suffisent pour que les populations suivent ces conseils et donc ait un effet positif, c'est pas compté comme une action ici. Ça reste quelque chose qui est très efficace pour lutter contre le changement climatique. Hein, par exemple, si vous prenez des pays comme la Suède, il n'y a que 2 actions au niveau légal. En revanche, les actions de communication auprès de la population sont très importantes. Et la Suède est un pays qui est assez en avance, assez en tête, hein, avec la France et d'autres pays, en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Donc dans différents pays, et aussi à l'échelle supranationale, vous avez parlé du Parlement européen, vous avez parlé de l'ONU, l'Union africaine prend aussi des décisions, etc., etc. Des plans d'action politique ont été élaborés sur la base d'un consensus politique. Ces plans d'action sont en permanence modulés en fonction de l'avancée des connaissances scientifiques. Donc on change les plans d'action. Notamment parce qu'une fois qu'on prend une mesure, on va essayer de voir quels sont les effets précisément de la mesure. Est-ce que cette mesure est suffisante? Elle est insuffisante? Est-ce qu'elle a des effets délétères qu'on n'avait pas envisagés à l'époque, etc., etc. Et ces plans d'action s'organisent autour de 2 pôles. Un pôle qui est l'atténuation et un pôle qui est l'adaptation. Et ces 2 pôles-là, on en parlera dans la semaine. Ce que vous allez faire maintenant, c'est recopier le cours, l'apprendre, et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Bonne journée!